Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après sa victoire aux Européennes le 9 juin, le Rassemblement national est arrivé en position de force aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Code Source vous raconte aujourd'hui l'histoire de ce parti, cofondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, avec des militants néofascistes du groupuscule Ordre Nouveau. À l'époque, Jean-Marie Le Pen, 44 ans, ancien député du mouvement populiste de Pierre Poujade, avait été choisi comme président car il était plus présentable que les militants turbulents d'Ordre Nouveau. Ce parti, au départ marginal, a réussi en 5 décennies à séduire une grande partie de l'électorat en France. Quelle est l'histoire du FN devenu RN en 2018 ? Pourquoi et comment est-il devenu incontournable aujourd'hui ? Réponse avec un spécialiste, le politologue Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, chercheur rattaché à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Jean-Yves Camus, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du RN en France. Vous étudiez ce parti depuis le début des années 1980. D'abord, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce parti qui n'intéressait personne, dont on pensait qu'il était un phénomène purement protestataire, a fini par s'installer dans le temps, en particulier à partir de 1983-84. Et j'ai toujours été persuadé, pour ma part, que c'était bien davantage qu'un parti protestataire. Beaucoup d'observateurs se sont trompés. Ce n'est pas qu'un vote de protestation. C'est aussi un vote d'adhésion. Alors, un certain nombre d'items qui ne sont pas extrêmement sophistiqués. La volonté de reprendre la souveraineté nationale, la volonté de limiter, voire d'arrêter l'immigration, le fait de sentir une déconnexion profonde entre le peuple et les élites, etc., etc. Mais tout ça, quand on le met bout à bout, forme un corpus. C'est peut-être comme ça que le populisme xénophobe acquiert un public durable. Alors on a choisi de commencer ce podcast en 1972, l'année de fondation du Front National. Qui est Jean-Marie Le Pen à ce moment-là ? Il a 44 ans en 1972. Jean-Marie Le Pen est un homme qui est né à la fin des années 20, en Bretagne. Il est un homme de son milieu, des préjugés de son temps, trop jeune pour s'engager dans la résistance, trop jeune aussi, effectivement, pour collaborer de manière active. Il monte à Paris pour faire des études de droit. Il est issu d'un milieu modeste, voire très modeste. Il croit en l'ascenseur social par les études et il en fait d'assez bonnes. Il a une grande culture générale. Il fraye un petit peu avec les étudiants monarchistes qui vendent aspect de la France sur les marchés, fin des années 40. Il devient président de la Corporation des étudiants en droit. Et en 1956, après un passage par la guerre d'Indochine, où il s'engage volontairement, il est élu le plus jeune député de France sous l'étiquette du mouvement poujadiste. Mais le mouvement poujadiste, ça n'est pas le Front National, parce qu'il est créé en 1953, et en 1958, quand le général de Gaulle revient, eh bien c'est fini. Le Front National est créé le 5 octobre 1972 à Paris. Au tout départ, qui fonde le FN et pourquoi Jean-Marie Le Pen est choisi pour présider ce nouveau parti ? Alors, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui fonde le Front National. Ce sont les jeunes, pour la plupart étudiants, du mouvement Ordre Nouveau, qui a été actif de 1969 à 1973, que Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, a dissous en même temps que la Ligue communiste. Et donc les étudiants ex-Ordre Nouveau se disent, si on le fait nous-mêmes, on va tomber sous le délit de reconstitution de Ligue dissoute, et ça va pas bien se passer, alors on va aller chercher quelqu'un qui ait l'expérience de la politique et qui soit une figure tutélaire un peu moins remuante que nous, qui avons quand même pas mal cogné. Et il pense à Jean-Marie Le Pen, qui est un peu retiré des affaires à cette époque-là. Il doit gagner sa vie, parce qu'il s'est engagé dans la guerre d'Algérie, puis dans la campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt en 1965, mais Tixier-Vignancourt fait moins de 6% des voix. Donc Le Pen doit aller travailler, et c'est là qu'il fonde sa maison de disques, la SERP. Comme il est ancien parlementaire, comme il est un peu connu des Français, les étudiants d'Ordre Nouveau vont le chercher et lui disent « Nous avons besoin d'un président ». Mais ils entendent bien que ce président soit un président potiche. Sauf que Jean-Marie Le Pen va les rouler dans la farine.
et qu'en fait, il va les évincer petit à petit, devenir le véritable maître à bord. Et les étudiants d'Ordre Nouveau, eux, en 1974, créeront une formation rivale, le Parti des Forces Nouvelles. Ordre Nouveau était un groupuscule néofasciste. Est-ce que c'est vrai qu'au départ, au FN, il y avait des anciens nazis et des gens qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie ? Ah oui, parce que d'abord, il y a très peu de monde. Donc, comme il y a très peu de monde, ils sont obligés de prendre tout ce que l'extrême droite compte de militants. Certains sont nazis, donc tout le monde vient au FN, y compris des gens qui ont porté l'uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont collaboré avec Vichy, des gens qui ont milité dans les ligues des années 30. Donc, oui, des hommes qui ont porté l'uniforme allemand, des hommes qui ont collaboré, j'en ai effectivement connu, des vichistes, des titulaires de la Francisque, et puis des gens qui appartenaient à tous les petits groupuscules marginaux de l'époque, et il y en avait un certain nombre, notamment les gens qui étaient rassemblés autour de François Duprat, animés notamment par une haine des Juifs. C'était un auteur négationniste, il expliquait donc que le génocide des Juifs n'avait pas eu lieu, mais c'était quelqu'un qui a ramené au Front National tous les petits groupuscules dispersés. Parmi les premiers slogans du FN, il y a 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Le FN est ouvertement hostile aux étrangers ? Il est ouvertement hostile aux étrangers dont il pense, on est en 1978 pour les législatives là, qu'il pique les emplois des Français. C'est très intéressant de voir comment ça se pose à l'époque, le problème de l'immigration. C'est la fin des 30 Glorieuses, c'est le début du chômage de masse, c'est le choc pétrolier, le second. Et le FN vante aux Français le fait que si on renvoie un immigré, on crée un emploi pour un Français. Et que si on renvoie donc les 1 million d'immigrés qui sont en France à l'époque, on crée 1 million d'emplois qui correspondent aux millions de chômeurs. Donc c'est une optique plutôt économique. C'est pas une optique d'incompatibilité culturelle, même si l'extrême droite, dès la fin de la guerre d'Algérie, a été très claire. Il y a incompatibilité entre le mode de vie nord-africain, africain et la civilisation européenne. Simplement, comme à l'époque l'islam politique, l'islam radical n'est pas véritablement une menace pour la France, c'est l'axe économique qui est choisi. Et puis il y a un autre slogan du FN de l'époque, « Avec nous avant qu'il ne soit trop tard », c'est-à-dire cette espèce d'appel à faire front de tous les patriotes pour éviter le chaos, le désordre, la disparition de la France déjà. D'un mot, le logo du FN, il s'inspire directement de celui d'un parti néofasciste italien, le Mouvement social italien, le MSI. Il s'inspire très exactement du logo du Mouvement social italien fondé juste après la guerre pour continuer l'action du fascisme mussolinien. Et oui, c'est effectivement la flamme tricolore du MSI que le Front National va adopter comme emblème. Pourquoi ? Parce que le MSI a fourni une aide financière importante en finançant en fait assez largement les premières campagnes du FN et même, certains le disent, en payant la facture de l'impression des affiches. Vos affiches, par leur graphisme, par leur slogan, ressemblent à celles du MSI des néofascistes italiens. Que faut-il en déduire ? Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et quant au slogan qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité de situation et de danger. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie, dans la mesure où ils constituent une force capable de s'opposer à la montée du communisme. À la fin des années 1970, au tout début des années 1980, la situation est difficile pour le Front National. Pourquoi ? La situation est abyssalement difficile. Il y a 200 personnes encartées, c'est le maximum. Encore une fois, c'est un parti qui est fait de briques et de brocs. On y trouve des royalistes, des néo-nazis, les militants de la FAN par exemple, un petit mouvement groupusculaire, fédération d'action nationale et européenne, qui fait dans l'antisémitisme le plus vil et qui essaye de raviver la flamme d'une sorte de national-socialisme pour les nuls. Donc on trouve aussi des anciens partisans de l'Algérie française, dont on se demande ce qu'ils viennent faire dans cette galère à côté des nazis.
ça va pas, et le score électoral de 74 en témoigne, et plus encore que celui de 74, le fait qu'en 1981, Jean-Marie Le Pen ne réunit pas les parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, dont il est absent. Et c'est à ce moment-là qu'il appelle à voter Jeanne d'Arc. En 1982, Jean-Marie Le Pen se plaint auprès du président socialiste François Mitterrand de ne pas être invité à la télévision, et François Mitterrand intervient en sa faveur. Il y voit sans doute déjà la possibilité que le FN accroisse son audience et que cela enfonce un coin dans une droite, RPR, UDF, dont on ne se souvient pas à quel point elle était radicalisée, tétanisée par le fait que des ministres communistes étaient entrés au gouvernement après la victoire de Mitterrand en 81. On est encore à l'époque de la guerre froide, hein. On est encore à l'époque où le Parti communiste s'est vu comme quand même la courroie de transmission d'une URSS qui n'a pas encore disparu. Donc, chez beaucoup d'électeurs de droite, et même dans une partie de l'appareil du RPR, les gens du Front National sont jugés un peu excessifs, mais enfin, ils font partie de la famille. Ils font partie de la famille des patriotes et des anticommunistes. Mitterrand se dit, pour enfoncer un coin à l'intérieur de la droite, pour l'affaiblir, peut-être qu'un FN un peu plus fort, ce serait pas mal, et un FN un peu plus fort, c'est un FN plus visible. Et on voit Jean-Marie Le Pen à la télévision. Dans une émission où la France se découvre. Il s'en sort pas si mal, parce que d'abord, à toutes les questions techniques qui lui sont posées, il répond par autre chose que de la technique. Il répond par des mots simples. Ensuite, parce que, c'est vrai, c'est un bon débatteur. C'est quelqu'un qui remplit l'écran. Il a une carrure, il a un bagou, il y a des gens qui accrochent. Quand vous lisez des propos qui sont antisémites ou quand vous entendez des propos qui sont antisémites, quelle est votre réaction? Autrement dit, qu'est-ce que vous pensez de l'antisémitisme? Écoutez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, n'est-ce pas? Si l'antisémitisme consiste à persécuter les juifs à raison de leur religion ou de leur race. Je ne suis certainement pas antisémite, et la tribune juive notait qu'en 30 ans de vie publique, on a pu relever une seule déclaration antisémite à mon encontre. En revanche, je ne me crois pas pour autant obligé d'aimer la loi Veil, d'admirer la peinture de Chagall ou d'approuver la politique de Mendès France. Mais l'idée selon laquelle François Mitterrand aurait créé le Front National est fausse. Un coup de pouce, ça ne crée pas un phénomène qui dure 50 ans. C'est bien qu'il y avait dans la société française quelque chose qui allait créer le terreau favorable à l'éclosion électorale du Front National. En juin 1984, le Front National fait une première percée électorale aux européennes, près de 11% des suffrages et 10 sièges d'eurodéputés. En 1986, cette progression devient spectaculaire aux élections législatives. Le mode de scrutin a changé, les élections sont organisées à la proportionnelle à un seul tour et 35 députés frontistes entrent à l'Assemblée nationale. Ces 35 députés frontistes sont rassemblés déjà sous l'étiquette Rassemblement national. Pourquoi? Parce que Jean-Marie Le Pen s'est dit on va profiter de la proportionnelle, on va pouvoir faire élire du monde. Et il faut donner l'impression que ce n'est pas uniquement le noyau dur du FN qui va rentrer au Parlement. Il appelle donc des personnalités qui ont fait un passage par le RPR ou d'autres formations de droite. Le seul problème, c'est que d'une part, ces députés ne brillent pas particulièrement, ils n'ont pas d'alliés, ils sont complètement isolés, et puis le gros patatras, c'est septembre 1987, la déclaration de Jean-Marie Le Pen sur le point de détail, et là, une bonne partie de ces députés venus d'ailleurs disent non, on ne peut pas suivre. On est le dimanche 13 septembre 1987. Tout le monde pense déjà à la présidentielle de 1988, quelques mois plus tard. Jean-Marie Le Pen est l'invité du grand jury RTL Le Monde. Il est interrogé sur le négationnisme, le déni du génocide des Juifs par l'Allemagne nazie, et il répond qu'il se pose des questions sur un certain nombre de points. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est Jean-Yves Camus, pourquoi il dit ça? Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen m'a expliqué qu'il avait immédiatement regretté ce qu'il avait dit, mais qu'il n'avait pas voulu rétropédaler. Un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, oui. Alors évidemment, dans l'histoire des 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens considéraient malheureusement que ça n'était qu'un épisode parmi d'autres. Le seul problème, c'est que tous les historiens s'accordent pour dire que ce point, c'était au fond sans doute la chose la plus importante dans le projet national-socialiste, dans le projet idéologique hitlérien, parce qu'il était écrit dès avant la guerre, et c'était prévisible à la lecture de Mein Kampf, que ce projet était un projet raciste qui supposait l'extermination d'un peuple, et que ce peuple était nommé, c'était le peuple juif. Mais pour Jean-Marie Le Pen, dans sa vision du monde, tout ça est secondaire. Le FN remporte plusieurs victoires électorales dans les années 1990. Plusieurs maires FN sont élus en 1995 dans le sud-est, notamment Marignane, Orange et Toulon. Vitrolles suivra en 1997. Qu'est-ce que l'on retiendra des gestions FN de ces villes? Cette gestion a été amateur, désastreuse. À Toulon notamment, comme à Vitrolles, les maires ont des pratiques qui tournent au favoritisme et au copinage. Ces gens sont persuadés qu'ils peuvent, à l'échelle locale, faire de la préfiguration de ce que leur parti ferait s'il était au pouvoir. Et puis il y a une réaction, y compris une réaction à droite. À Toulon, par exemple, la mairie FN organise une fête du livre à laquelle elle convie tous les auteurs de la mouvance d'extrême droite. Mais Hubert Falco, président à l'époque du département du Var, encore une fois, n'est pas un homme de gauche, mais quelqu'un de républicain et de sensé, qui a le courage de réunir des auteurs, y compris des auteurs de gauche, dans une grande fête du livre, soutenue financièrement par le département. Donc on voit qu'il y a, face à l'offensive notamment culturelle des mairies Front National, du répondant. Il y a du répondant à gauche et à l'extrême gauche, mais il y a aussi du répondant à droite. À la fin des années 1990, le Front National est profondément divisé. Il y a un duel entre le cofondateur et président du FN, Jean-Marie Le Pen, et son numéro 2, Bruno Maigret. Bruno Maigret est un technocrate, partisan de l'union des droites. Le seul problème, c'est qu'il commet l'erreur de mettre en place à l'intérieur du Front National, dont il est le numéro 2, une sorte d'appareil parallèle qui lui est dévoué. Et ça, Jean-Marie Le Pen n'aime pas. Il le dira au sommet de la crise entre eux deux. Au Front National, il n'y a qu'un seul numéro 1. Le Pen ne peut pas supporter, il a une notion très patrimoniale du parti. Ça fait partie de son patrimoine au même titre que sa maison et son compte en banque. Et il voit quelqu'un, de surcroît plus jeune que lui et à la formation totalement différente, qui essaye en quelque sorte de le doubler à l'intérieur de la boutique. Ça aboutit à une séance du Conseil national du parti, le 5 décembre 1999, où les choses tournent franchement vinaigre, et où Bruno Maigret dit avoir été viré, les lepénistes expliquant qu'il a démissionné. Au tout début des années 2000, d'un mot, le FN semble très affaibli. En 2000-2001, le FN est en grosse crise à cause du départ des cadres qui ont suivi Bruno Maigret, y compris Jean-Yves Le Gallou, par exemple, l'inventeur du concept de la préférence nationale. Et puis aussi parce qu'il a donné l'image d'un leadership de Jean-Marie Le Pen remis en question, écorné. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Le 21 avril 2002, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est en tête et Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour avec 17% des suffrages. Il a fait mieux que le socialiste Lionel Jospin. Il est donc qualifié pour le second tour. Oui, il a fait mieux dans les chiffres que Lionel Jospin, mais en fait, Lionel Jospin a surtout fait moins bien que prévu. Et il y a un nombre record de candidats. Donc ça propulse mathématiquement Jean-Marie Le Pen au second tour. Et il ne fait pas campagne dans l'entre-deux tours. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Il n'était pas prêt. Le matériel de campagne pour le second tour n'était pas prêt. Par ailleurs, Jacques Chirac refuse de débattre avec lui, donc bon, il ne va pas avoir l'occasion, effectivement, de montrer qu'il peut rivaliser avec Jacques Chirac. Et puis, c'est 17%. Ça permet d'accéder au second tour, mais c'est pas géant non plus. Parce que pour être élu au second tour, il faut 50% des voix plus une, et le gap qui sépare votre score de premier tour des 50% des voix plus une, il est juste impossible de le combler. Donc, la foule descend dans les rues, persuadé que Le Pen va gagner et que l'extrême droite va arriver au pouvoir, mais le soir du second tour, il y a 1,5% de gain pour Jean-Marie Le Pen. Chirac fait 82%. Les électeurs de gauche se sont pratiquement tous résolus à voter Chirac pour éviter le Front National, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une victoire en trompe-l'œil. Marine Le Pen devient vice-présidente du FN en 2003. Elle commence dès cette période ce qu'on va appeler la dédiabolisation. Concrètement, elle fait quoi ? Concrètement, d'abord, chargée des questions juridiques au sein du parti dirigé par son père, elle commence par mettre de l'ordre dans la maison qui a été sérieusement secouée par la crise maigretiste. Ensuite, je pense qu'elle s'exerce à faire des plateaux, à s'exprimer au nom du parti, ce qui n'était pas véritablement dans ses plans de départ. Je pense qu'au fond, elle n'a pas envisagé tout de suite de faire de la politique une carrière. Et puis je me souviens avoir participé au premier débat télévisé où elle est apparue, sur une chaîne nationale, après précisément le premier tour de 2002. C'est une novice. On sent qu'il y a du potentiel, mais c'est une novice. Donc elle travaille son image, elle s'approprie aussi toute la vie interne du parti, et là elle comprend une chose, c'est que si ce parti reste celui de Jean-Marie Le Pen, il n'ira pas loin. Et qu'au fond, toute l'attitude de Jean-Marie Le Pen, ça interdit durablement toute alliance avec la droite. Donc, déjà, aidée par le fait que ce ne sont pas ses idées, elle est née en 1968, la guerre d'Algérie, c'est pas son horizon, la Seconde Guerre mondiale encore moins. Elle se dit, il va falloir quand même mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière-là, quitte à ce que ça passe par l'éviction du père. Jean-Marie Le Pen continue de heurter avec ses propos. Par exemple, en 2005, le journal d'extrême droite et antisémite Rivarol rapporte que Jean-Marie Le Pen estime que l'occupation allemande de la France n'a pas été si inhumaine. Jean-Marie Le Pen s'exprime dans les colonnes d'un journal qui, on peut le dire, est négationniste, de manière ouverte. Et là, Marine Le Pen prend véritablement un coup de sang. Parce que si ce genre de phrase continue, c'est la marginalisation complète. Or, elle, si elle s'engage en politique, c'est pour véritablement mener ce parti au pouvoir. On a souvent dit de Jean-Marie Le Pen qu'il n'avait pas envie d'exercer le pouvoir, mais Marine Le Pen, elle a véritablement l'intention d'y arriver. À la présidentielle de 2007, l'UMP Nicolas Sarkozy est élu face à la socialiste Ségolène Royal. Jean-Marie Le Pen termine 4e, loin derrière François Bayrou, avec un peu plus de 10% des voix. Pourquoi le FN recule à ce moment-là ? Le FN recule parce que Nicolas Sarkozy fait une campagne droitière, nous promet le Karcher. Le Karcher, c'est l'instrument avec lequel on nettoie les sols vraiment sales. En métaphore, il utilise cette expression pour expliquer qu'il va nettoyer les banlieues difficiles, celles où la délinquance et accessoirement l'immigration sont extrêmement présentes. Il explique par ailleurs que Schengen, peut-être qu'éventuellement on pourrait en sortir. Il crée un ministère de l'immigration et de l'identité nationale qui, sous la houlette de Brice Hortefeux, met en place une consultation passablement surréaliste pour demander aux Français ce qu'ils pensent de l'identité française et de la manière dont on peut serrer un peu les boulons sur les naturalisations et l'immigration. Et puis, au final, quand Nicolas Sarkozy arrive au moment de sa réélection, en 2012, Claude Guéant annonce le nombre des régularisations d'étrangers opérées dans les 2 dernières années du mandat Sarkozy. Et ce chiffre dépasse les 100 000. Et là, les électeurs du Rassemblement national se disent « Mais nous, attendez, on n'est pas... » Certes, ce chiffre, il est en diminution. Mais nous, on ne veut pas 120 000, on veut 0. Donc, au fond, Nicolas Sarkozy n'a pas compris que face au FN, la droite ne pourrait jamais aller aussi loin. Marine Le Pen devient présidente du FN en janvier 2011 et elle est candidate à la présidentielle de 2012 qui sera remportée par le socialiste François Hollande. Comment ça se passe pour elle ?
Marine Le Pen a gagné la présidence du Front National au terme d'une vraie campagne contre Bruno Gollnisch. Son père ne lui a pas donné en cadeau le parti, il l'a assez rudement mis à l'épreuve même. Mais ça n'est pas suffisant pour faire la différence en 2012 face à un François Hollande qui allie la compétence technique et puis une gauche qui se porte sur son nom et qui est encore forte. Donc Marine Le Pen perd. Mais en même temps, c'est sa première tentative. Donc personne n'a véritablement cru qu'elle allait pouvoir l'emporter. Marine Le Pen termine 3e de cette présidentielle avec près de 18% des suffrages. En 2015, elle exclut son père du parti qu'il avait cofondé. Ça va être un bras de fer judiciaire. Jean-Yves Camus, pourquoi cette rupture était devenue nécessaire pour Marine Le Pen ? Il en avait un petit peu assez de cette manière qu'avait Jean-Marie Le Pen, après lui avoir confié sa succession, de lui savonner la planche. Il n'était plus aux commandes, mais régulièrement il se rappelait au bon souvenir de son fan club d'une manière qui plombait encore davantage le FN. Donc Marine Le Pen va entreprendre contre une partie du bureau politique du mouvement une procédure d'exclusion qui va donner lieu à des épisodes assez rocambolesques. Jean-Marie Le Pen arrivant au bureau politique malgré le fait qu'il ait été exclu, etc. C'était salutaire d'un point de vue idéologique pour donner l'impression que le FN était devenu un parti de droite patriote qui pouvait désormais considérer la conquête du pouvoir en étant débarrassé des étiquettes infâmes de racistes, d'antisémites et de négationnistes. En 2017, le 23 avril, Marine Le Pen se qualifie pour le second tour de la présidentielle. 34% des voix au second tour. Jean-Yves Camus, l'image qui reste, c'est le 3 mai, son débat de l'entre-deux tours, jugé raté face à Emmanuel Macron. Désastreusement raté. Moi, je me souviens qu'à minuit et quelques, j'échangeais par texto avec des cadres du Front National qui eux-mêmes étaient dans un état second, parce que la performance était surréaliste. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. La faiblesse aussi de l'argumentation, notamment sur les questions économiques et sociales, face à un Emmanuel Macron dont il était prévisible qu'il ait effectivement la maîtrise de ces questions. Et le résultat, c'est effectivement que tous ceux qui ont vu le débat se disent « mais à un moment donné, il s'agit de la présidence de la République quand même ». Donc on a là quelqu'un pour qui le costume présidentiel est beaucoup, beaucoup trop grand. Le FN progresse au fur et à mesure dans ces élections. En même temps, est-ce qu'au fond, ça reste un petit parti à ce moment-là, en termes de nombre de cadres, de nombre d'adhérents, de nombre de militants sur le terrain dans les départements ? Ça reste quand même un parti relativement faible. Si on prend le ratio entre le nombre de voix qu'il récolte, entre 8 et 10 millions, et le nombre d'adhérents qu'il annonce, c'est-à-dire une cinquantaine de milliers. Ça veut dire qu'il y a des trous dans l'implantation locale, qu'il y a des candidats aux législatives qu'il faut parachuter. Mais, au fond, c'est pas déterminant. Parce que ce qui compte, c'est le message distillé par Marine Le Pen, l'image qu'elle a, la dédiabolisation progresse, c'est-à-dire que ce parti est de moins en moins vu comme un danger pour la démocratie, et ensuite les électeurs répondent aux enquêtes d'opinion que Marine Le Pen est une personnalité dans laquelle ils se reconnaissent, qui parle un langage qu'ils comprennent, sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur la fermeture d'usines. Donc, il y a une empathie qui se crée vis-à-vis de Marine Le Pen qui n'existait pas vis-à-vis de son père. En 2018, à l'occasion d'un congrès à Lille, Marine Le Pen change le nom du parti. Le Front National est rebaptisé Rassemblement National. Pourquoi ? Front National, c'est un peu belliqueux quand même. On est sur le front, donc on est un soldat. Rassemblement National, ça veut dire on ouvre à tous ceux qui ne viennent pas de notre famille politique, on rassemble des gens qui viennent, si besoin, d'horizons politiques diamétralement opposés. On n'est plus dans le ressassement de toutes les vieilles lubies de l'extrême droite française. En 2019, pour les élections européennes, Marine Le Pen choisit comme tête de liste un jeune homme de 23 ans qui n'a pas de diplôme à part le bac, Jordan Bardella. Pourquoi ce choix ? Ça peut surprendre de mettre en avant quelqu'un d'aussi peu expérimenté. Il semble que Marine Le Pen ait décelé très tôt le potentiel de ce jeune homme qui assimile très vite les fiches techniques qu'on lui fait lire, qui a de la prestance, une facilité, et qui incarne surtout une génération plus jeune que la sienne. Marine Le Pen est née en 1968.
Jordan Bardella a 23 ans. Chez Marine Le Pen, il y a aussi l'idée, mais comment est-ce qu'on parle à ces jeunes qui maintenant font leur opinion politique sur les réseaux sociaux? Et Jordan Bardella est l'homme de la situation. On en arrive à la présidentielle 2022, Jean-Yves Camus. Marine Le Pen se qualifie pour la deuxième fois au second tour de la présidentielle. Au second tour, le 24 avril, elle rassemble près de 41,5% des suffrages. Ça représente plus de 13 millions d'électeurs. Et aux législatives qui suivent, au mois de juin, le RN décroche 89 sièges de députés à l'Assemblée. L'ampleur de ce résultat surprend tout le monde, y compris en interne au RN. Marine Le Pen a été meilleure dans le débat avec Emmanuel Macron. Il y a un quinquennat qui s'est déroulé déjà. Une partie de l'opinion française est déjà en colère contre Emmanuel Macron. On a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a fait descendre dans la rue des millions de personnes, y compris dans des petites villes. Et ce mouvement, Emmanuel Macron ne l'a pas entendu. Il l'a considéré avec un certain dédain. Donc ça accroît encore les chances de Marine Le Pen de capter un électorat qui veut se faire entendre du président de la République. À ce moment-là, Marine Le Pen décide de confier la présidence du parti à Jordan Bardella, comme c'était d'ailleurs déjà le cas au départ de façon provisoire pour cette campagne électorale de 2022. Marine Le Pen souhaite se consacrer à sa fonction de présidente du groupe RN à l'Assemblée. Jean-Yves Camus, pourquoi est-ce qu'elle prend cette décision? Elle prend cette décision parce que précisément, il y a 89 parlementaires à l'Assemblée. Marine Le Pen comprend qu'il faut quelqu'un qui évite les dérapages, qui professionnalise le fonctionnement du groupe parlementaire, qui fasse émerger des hommes et des femmes qui sont désormais députés et qui vont devoir monter à la tribune, s'exprimer avec une technicité plus forte que les députés de 86. Donc elle est en quelque sorte le serre-fil du groupe parlementaire qui, de fait, ne connaît pas beaucoup de dérapages sur la totalité de la législature. Et elle laisse le parti à Jordan Bardella. Dans les années qui suivent, Jordan Bardella prend de l'ampleur, on le voit de plus en plus, que ce soit à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux comme TikTok. Jordan Bardella est performant et il est un bon élément pour les chaînes de télévision et pour les radios. Élocution facile, prestance, le produit marche. J'insiste sur le terme produit. Parce que finalement, quand on regarde par exemple le compte TikTok de Jordan Bardella, on voit qu'il se met en scène. Mais il ne se met pas en scène comme l'homme politique Jordan Bardella. Il se met en scène comme le jeune homme qui vit la vie des autres jeunes de sa génération et qui se crée quasiment des groupies qui s'identifient à lui. Au fond, c'est un influenceur. Et les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à draguer des followers en leur expliquant « Vous êtes comme moi, ce que je consomme, ce que je vends, c'est fait pour vous ». Toujours sur la communication et sur la façon de se présenter aux électeurs, Marine Le Pen martèle que son parti n'est pas un parti d'extrême droite. Est-ce qu'elle a raison quand elle dit ça? Elle n'a pas entièrement tort. D'abord parce qu'elle est entrée dans le paysage politique français, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui, sur les questions liées à l'identité, à la nationalité, est plus dur que Marine Le Pen. C'est pas Marine Le Pen qui dit qu'il est impossible d'être musulman et français. C'est le parti d'Éric Zemmour. Donc c'est une droite, y compris de plus en plus sur le plan économique, avec les concessions faites aux libéraux, sur la réforme des retraites par exemple, sur les impôts. Et c'est une droite radicale, parce que malgré tout, par rapport par exemple à LR, eh bien sur les questions de l'immigration, sur les questions européennes, elle a des idées qui tranchent. Il n'y a que le Rassemblement national qui veut instaurer la priorité nationale. Mais ça, c'est pas dans le logiciel même des conservateurs français. Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement national et sa liste sont à 32,4%. On en arrive aux élections européennes du 9 juin 2024. Avec Jordan Bardella comme tête de liste, le RN sort grand vainqueur de l'élection en France. Plus de 31% des suffrages exprimés et 30 sièges de députés au Parlement européen. Vous, Jean-Yves Camus, qu'est-ce qui vous frappe dans ce résultat? Ce qui me frappe dans l'annonce du résultat, c'est qu'en fait, on a fait comme si c'était une explosion atomique, alors que le RN fait juste un point de plus que le score qui lui était donné par les premiers sondages de début de campagne. On savait depuis janvier que le RN était aux alentours de 30%. Et enfin, rien ne bougeait. Honnêtement, le score du Rassemblement national, moi, il me paraissait écrit d'avance. Ça se jouait à un point. Mais au-dessus des 30%, c'était acquis.
La dissolution de l'Assemblée, annoncée par Emmanuel Macron vers 21h ce soir-là, le 9 juin, entraîne des élections législatives anticipées. Jordan Bardella a semblé hésiter pendant cette campagne sur des sujets comme la réforme des retraites. Il a tenu une conférence de presse le lundi 24 juin pour présenter son programme. Et l'une des mesures que l'on va retenir, c'est l'idée d'interdire certains postes stratégiques de la fonction publique aux Françaises et aux Français qui ont aussi une double nationalité. Alors Jordan Bardella a défendu cette mesure, puis il a rétropédalé en disant « je ne veux pas toucher à la double nationalité ». Mais il a dit aussi que pour certains postes stratégiques du secteur public, il voulait effectivement interdire ces postes aux binationaux. C'est oublier deux choses. Binationaux sont français. Ils sont français et autre chose, mais ils sont français. D'autre part, à chaque fois qu'un binational occupe un poste stratégique, lui donnant accès à de l'information confidentielle, dans le secteur de la défense, ou dans le secteur de la sécurité publique, naturellement qu'il y a une enquête. Nos services voient si cette personne a des relations avec une puissance étrangère, si elle est un agent d'influence, s'il y a dans son comportement vis-à-vis de l'autre pays dont il est citoyen, quelque chose qui peut éventuellement le mettre en situation de ne pas être totalement loyal à la France. D'un mot, cette idée de mesure sur les binationaux, ça prouve que le RN n'a pas tant changé que ça ? Ça prouve surtout qu'il y a une culture du soupçon. Et je trouve détestable cette manière de porter le soupçon sur des gens qui ont choisi la carrière administrative dont on sait qu'elle n'est pas la mieux payée par rapport au privé. Leur choix, ça a été de servir l'administration. Il n'y a pas de raison de faire peser sur eux tous les matins quand ils arrivent le soupçon d'être fidèles à un pays où très souvent ils ne vont que pour les vacances et encore certains n'y vont pas. Le jeudi 27 juin, dans un entretien au Télégramme de Brest, Marine Le Pen dit qu'en cas de cohabitation, le titre de chef des armées du président devient honorifique. François Bayrou, un allié d'Emmanuel Macron, estime que Marine Le Pen remet en cause profondément la Constitution en disant ça. C'est inquiétant, une déclaration comme celle-ci ? C'est surtout surréaliste. Le président de la République est le chef des armées. C'est dans le bureau du président de la République et sur la volonté du président de la République qu'est décidée telle ou telle opération de nos forces spéciales. C'est pas ailleurs. Et pour modifier la Constitution française, il y a des mécanismes. C'est pas parce qu'on a gagné les élections législatives et qu'éventuellement on a un Premier ministre qui appartient au Rassemblement national qu'on peut modifier la Constitution à sa guise. Ça ne marche pas comme ça. Jean-Yves Camus, vous venez de retracer 50 ans de FN devenu RN, Rassemblement national. À votre avis, pourquoi ce parti est aussi haut aujourd'hui dans l'opinion ? Parce que plus rien d'autre n'existe. Le spectre du champ politique est un champ de ruines. Les écologistes sont à moins de 5. La social-démocratie s'en sort bien aux européennes, mais se met dans les bras de LFI, qui est aujourd'hui vu comme un parti plus disruptif que le Rassemblement national. Et la droite de Jacques Chirac, pèse entre 8 et 9%. Ce qui fait que, par contre-coup, si on y ajoute la véritable détestation de la Macronie, pour faire court, du parti présidentiel et de la personne du président de la République, le RN a un boulevard devant lui. Vous êtes inquiet aujourd'hui ? Moi, mon rôle n'est pas d'être inquiet. Mon rôle, c'est de dire, nous sommes dans un état de droit, il existe de toute façon plusieurs scénarios de résultats de ces élections législatives. Est-ce que le RN aura une majorité relative, une majorité absolue ? Est-ce qu'on débouchera sur une Assemblée nationale totalement ingouvernable ? Ma seule certitude, c'est qu'Emmanuel Macron a fait un pari extrêmement risqué. Il ne veut pas de Marine Le Pen à l'Élysée en 2027, il ne veut pas devoir lui passer les clés. Donc il s'est dit, si Jordan Bardella devient Premier ministre, peut-être qu'en 2 ans, le Rassemblement national va prouver son incapacité totale à gérer le pays. D'abord, il faudrait qu'il soit réellement incapable de gérer le pays, il faudrait que les Français le ressentent comme tel, et deuxièmement, s'il est incapable de gérer le pays, à quel prix ? Merci Jean-Yves Camus. Je rappelle que vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, chercheur rattaché à l'ERIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci à Alexandre Sulzer pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy, Camille Ruiz et Ambre Rosala. Réalisation Julien Moncouquiol. Pour suivre toute l'actualité de ces élections législatives anticipées, rendez-vous sur leparisien.fr avec tous les résultats en France, commune par commune.